Après avoir levé le siège d'Orléans et fait sacrer Charles VII à Reims en quelques semaines, Jeanne d'Arc a subitement vu son étoile s'assombrir. Blessée devant Paris, disgraciée par le roi et par son entourage, capturée à Compiègne, vendue aux Anglais puis brûlée, voilà la triste fin de son incroyable épopée. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est était-ce simplement le signe que sa mission céleste était terminée, ou bien Jeanne, alors devenue encombrante à ce moment-là, a-t-elle été tout simplement trahie, livrée aux Anglais, puis abandonnée par son roi pour des intérêts politiques? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode et croyez-moi, on a du boulot. Je l'ai dit dans l'intro, après avoir libéré Orléans et fait sacrer le roi à Reims, la chance a tourné pour Jeanne, comme si sa mission était terminée. Mais la pucelle s'est obstinée, elle ne voulait pas en rester là, elle a voulu en faire toujours plus, encore et encore, alors que de son côté, Charles VII était en train de négocier une trêve avec les Bourguignons, alliés des Anglais. Moi j'ai envie de dire, premièrement, comment en vouloir à Jeanne, hein? Elle, c'était au nom d'intérêts supérieurs, sacrés qu'elle se battait, alors que Charles VII, c'était un pragmatique, un politique, qui s'est dit, en gros, bon, l'émotion, l'engouement, la folie, ça va 5 minutes. Maintenant, j'ai eu ce que je voulais, on se calme. Il conclut donc une trêve avec le duc de Bourgogne, son cousin. Il ramène son armée à Gien, puis la dissout carrément. Évidemment, ça ne plaît pas du tout à Jeanne d'Arc qui, à ce moment-là, se laisse emporter par la folle épopée qu'elle vient de mettre en œuvre et ne rêve que de poursuivre le combat. Pour la contrôler et pour la tenir à l'écart même, le roi et son grand chambellan La Trémoille, qui est hostile à Jeanne, vont alors l'endormir lentement, lui faisant miroiter les délices de la vie de cour. Il lui offre des cadeaux, il anoblit sa famille, lui confie des missions secondaires, bref, elle devient encombrante et on veut l'occuper pour s'en débarrasser. Le souci, c'est qu'à ce moment-là, alors que Charles VII est tout content de sa petite trêve avec les Bourguignons, les Anglais, ils ramènent des hommes en renfort. Du coup, les Bourguignons, ils se sentent pousser des ailes, pour être polis. Et en avril 1430, ils rompent la trêve et se lancent dans la reconquête de Compiègne, qui en gros est le verrou de l'Oise. Le siège de la ville commence le 15 avril et est confié à Jean II de Luxembourg-Ligny. Aussitôt, les habitants vont s'en remettre à qui? Au roi de France Charles VII? Eh ben non, à Jeanne. C'est Jeanne d'Arc qu'ils appellent, à qui ils écrivent pour lui demander son secours et forcément, Jeanne ne peut que répondre à cet appel. Elle quitte donc sa retraite forcée à Sully-sur-Loire, elle recrute avec son propre argent 400 mercenaires et elle part pour Compiègne. Avec ou sans l'autorisation du roi, là il y a un gros débat là-dessus, rien n'est sûr. Mais il semblerait que ce soit sans l'accord de Charles VII qu'elle s'en aille. Bref, elle arrive avec ses hommes le 22 mai à Compiègne et dès le lendemain, elle va tenter une sortie à la tête de ses troupes. Rapidement, le combat va tourner en la faveur des assaillants, donc des Bourguignons, et les Français vont se replier sur Compiègne, tandis que Jeanne est toujours sur le champ de bataille à l'extérieur de la ville et n'est plus entourée que par quelques fidèles. C'est à ce moment, alors que l'une des portes s'est refermée, qu'un archer picard va se saisir de Jeanne en l'attrapant par son manteau rouge. Vous savez, c'est un tabard très voyant qu'elle portait à ce moment-là par-dessus son armure. Preuve pour certains d'ailleurs qu'elle se laissait un peu tenter par la luxure à ce moment-là. Bref, un archer picard l'attrape par son tabard, par son manteau, et la fait tomber de son cheval et la capture. Il la livre ensuite à son seigneur, Jean de Luxembourg, qui la conduit à Margny, où le duc de Bourgogne vient la visiter, puis elle est transférée de château en château, de prison en prison, avant d'être remise aux Anglais contre une rançon énorme de 10 000 livres. 10 000 livres, c'est un montant qui était réservé aux rançons royales d'habitude. Donc elle est vendue aux Anglais le 21 novembre 1430. Vous connaissez la suite, Jeanne est jugée à Rouen par un tribunal ecclésiastique dirigé par l'évêque Cochon, qui est à la solde des Anglais, il appartient au conseil du roi d'Angleterre, on peut difficilement faire pire. Elle est donc jugée hérétique et brûlée vive le 30 mai 1431. Voilà pour la chronologie, maintenant passons aux questions. Première question à écarter rapidement, Jeanne a-t-elle été trahie au moment de sa capture à Compiègne? Trahie par qui? Par Guillaume de Flavy, qui était le capitaine de Compiègne, et qu'on accusera bien plus tard d'avoir volontairement refermé la porte de la ville pour que Jeanne soit capturée. Alors qu'on se le dise tout de suite sur cette question, la réponse est non.
Je ne rentre pas dans les détails. Si vous voulez en savoir plus, sachez que j'aborde ce sujet dans mon cours en ligne sur Jeanne d'Arc, qui est toujours disponible. D'ailleurs, si vous voulez y accéder, vous pouvez y accéder via l'adresse qui s'affiche à l'écran maintenant. Maintenant qu'on a écarté ça, parlons du sujet qui nous intéresse, à savoir, après la capture de Jeanne d'Arc, est-ce que le roi Charles VII l'a abandonné? C'est-à-dire, en gros, ça l'arrangeait bien qu'elle disparaisse et donc il n'a pas levé le petit doigt pour la racheter ou même pour la sauver par les armes une fois capturée. Bon, commençons par l'histoire de la rançon. On accuse Charles VII de ne pas avoir racheté Jeanne d'Arc alors qu'elle était captive des Bourguignons avant les Anglais. Alors, on n'a pas de preuves concrètes, historiques, factuelles que Charles VII a proposé une rançon, mais plusieurs indices laissent à le penser. Premièrement, Jean de Luxembourg, qui est celui qui a capturé Jeanne d'Arc et qui était probablement plus intéressé par l'argent que par les enjeux politiques du moment, n'a pas lâché immédiatement sa prisonnière. Jeanne est capturée le 23 mai à Compiègne, elle est vendue aux Anglais le 21 novembre, soit 6 mois plus tard. Et puis deuxième indice, ce qu'on pourrait se dire, c'est que Jean de Luxembourg reçoit sans arrêt des réprimandes de l'Université de Paris, qui est l'autorité intellectuelle et spirituelle de l'époque soumise aux Anglais. Ils sont sans arrêt en train de le réprimander en lui demandant de la vendre rapidement. Dans l'une de ces lettres dont on a la trace, l'Université de Paris presse Jean de Luxembourg de lâcher sa captive, sachant, je cite, que des adversaires ont voulu faire libérer la pucelle. Et ça n'est qu'un exemple pour vous dire que le transfert aux Anglais ne s'est pas fait naturellement, rapidement, et que Jean de Luxembourg a attendu d'avoir l'intégralité de la somme, les 10 000 livres en sa possession, pour livrer Jeanne. Donc finalement, rançon proposée par Charles VII ou pas, c'est bien aux Anglais qu'il la remet, et ça soulève un deuxième point. Il était absolument inimaginable que Charles VII puisse racheter Jeanne contre rançon, fût-elle exorbitante, puisque tout simplement la pression des Anglais et de l'Université de Paris était trop forte. D'ailleurs, le roi d'Angleterre a menacé Jean de Luxembourg de représailles économiques, notamment via ses ports en Picardie. Il y avait beaucoup trop d'enjeux politiques sur cette affaire pour que Charles VII puisse tranquillement, comme ça, la récupérer. Les Anglais la voulaient absolument pour la faire condamner comme hérétique afin de discréditer le sacre de Charles VII. Donc tout ça pour dire que le reproche qui lui est fait non seulement n'est pas attesté historiquement, mais en plus, quand bien même, il n'aurait rien pu faire. Donc pour la question de la trahison, c'est réglé. Pour la question de la rançon, c'est réglé aussi. Maintenant, dernier point, Charles VII a-t-il tenté de faire libérer la pucelle par d'autres moyens, une opération militaire, voire même une opération commando? Alors tout d'abord, avant de régler ça, moi aujourd'hui je règle plein de trucs, vous avez vu. Une chose est sûre, la capture puis l'exécution de Jeanne d'Arc n'a pas laissé le roi indifférent. On a des lettres du pape, de son chambellan qui montrent qu'il était assez dévasté, assez triste de savoir que Jeanne avait été jugée et brûlée. Donc voilà, c'est juste pour écarter le côté, c'est un connard qui pense qu'à lui, voilà, c'est pas le cas. Mais maintenant, a-t-il pour autant entrepris des choses pour remédier à ça? Eh bien là aussi, historiquement, il n'y en a aucune trace, ce qui fait dire à certains que le roi s'en foutait complètement et a abandonné Jeanne d'Arc à qui pourtant il devait tout. Alors c'est possible qu'il n'ait rien fait, c'est même fort possible, mais encore une fois, rien ne permet de l'affirmer. Déjà, au moment du transfert de Jeanne à Rouen, on lui fait faire un détour énorme à Jeanne pour rejoindre Rouen, plusieurs centaines de kilomètres de détour. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on redoute une opération des troupes royales. Et cette crainte se lit d'ailleurs dans les lettres de l'Université de Paris à Jean de Luxembourg. Pour ce qui est donc de faire une opération commando pour la libérer, là aussi on peut reprocher au roi de n'avoir rien fait, mais encore fallait-il en avoir les moyens, comme avec la rançon. À Compiègne, c'était impossible, la ville était assiégée et elle ne sera libérée que des mois plus tard, d'autant que, je le répète, Charles VII avait dissous son armée. Ensuite, la libérer pendant son transfert de château en château, de prison en prison, jusqu'à Rouen, là, fallait carrément connaître tous ses déplacements, toutes les dates et ses lieux de détention. Et puis enfin, la libérer au moment du procès, puis de l'exécution à Rouen, ça demandait carrément une nouvelle campagne militaire d'envergure. Elle n'a pas été ramenée à Rouen pour rien, c'était une ville sûre, et entreprendre un siège aurait pris plusieurs mois. Alors oui, on a bien une trace de la présence des plus fidèles compagnons de Jeanne à Louviers, à 30 km de Rouen. Lahire, Gilles de Rais, Dunois, oui, ils sont tous à Louviers, à une journée de cheval de là où la pucelle est jugée. Mais pour y faire quoi? Eh bien justement, on n'en sait rien. Aucun des compagnons de Jeanne n'a laissé une quelconque trace de sa présence dans le coin à ce moment-là. Donc on ne peut pas affirmer qu'ils étaient là pour la libérer, et puis encore moins qu'ils étaient envoyés par le roi.
Peut-être que leur silence s'explique par le fait que leur mission a échoué à terme, puisqu'en août 1431, les Anglais vont leur infliger une lourde défaite et prendre la ville de Louviers à la bataille du Berger, où d'ailleurs La Hire est capturé. Mais on ne sait rien de leur motivation. Pourquoi étaient-ils dans le coin ? Mystère. Pour terminer sur cette affaire, j'apporte un dernier parallèle en guise d'argument. La libération d'otages à cette époque, ça ne se faisait pas comme ça, en un claquement de doigts. Et qui plus est, le paiement d'une rançon était une option à écarter pour Charles VII. Je vous donne juste 2 exemples. Jean d'Orléans, qui est le cousin du roi, va rester 32 ans en captivité chez les Anglais. 32 ans alors qu'il est le cousin du roi. Et puis aussi Charles d'Orléans, qui était capturé à Azincourt, qui va rester otage pendant 25 ans à Londres, alors qu'il est lui aussi le cousin germain de Charles VII. Bref, vous l'aurez compris, on a beau s'appeler Jeanne d'Arc, une libération ne se faisait pas comme ça, surtout si en plus au fond le roi n'avait plus besoin d'elle et qu'elle devenait encombrante sur la fin. C'est ça le fin mot de l'histoire, et j'ai envie de dire, résumons. Premièrement, Jeanne n'a vraisemblablement pas été trahie au moment où elle était à Compiègne sans l'autorisation du roi, vraisemblablement. Deuxièmement, le paiement d'une rançon, qu'il ait été tenté ou non, était impossible au vu de la pression mise par les Anglais pour des raisons politiques. Et enfin, troisièmement, on n'a aucune preuve d'une quelconque tentative de libération de Jeanne par une opération militaire, mais encore fallait-il là aussi en avoir les moyens, ce qui n'était vraiment pas le cas. Donc pour conclure, j'ai envie de dire que Charles VII a abandonné Jeanne d'Arc est un terme un peu exagéré parce qu'au fond, il pouvait pas faire grand-chose. Mais je vais pas en rester là pour autant parce que c'est trop facile de conclure comme ça. Oui, Charles VII ne pouvait objectivement pas faire grand-chose, mais il n'a certainement pas tenté quoi que ce soit pour autant. Faut bien se mettre une idée dans la tête, c'est qu'au moment, enfin avant que Jeanne arrive, Charles VII n'est rien du tout. Sa situation est totalement chaotique. Elle est désespérée. Il n'est même pas reconnu comme roi de France, il est le roi de Bourges. Il n'espérait plus rien à part s'enfuir quand tout à coup, une jeune paysanne arrive, prétendant être guidée par Dieu. Elle libère Orléans, qui est un siège qui durait depuis des mois, qui est le verrou de la Loire. Elle libère Orléans, elle met raclée sur raclée aux Anglais, elle entraîne toutes les troupes avec elle, et ensuite elle le fait sacrer roi de France, seul et véritable roi de France, à Reims. À partir de là, Charles XVI se dit « Wow !» En l'espace de quelques semaines, là, de quelques mois, une situation totalement désespérée, elle est devenue totalement incroyable. Donc j'ai pas très envie de pousser la chance. Maintenant, on se calme. Et de son point de vue de profane, parce que lui il a pas Dieu qui lui parle constamment dans l'oreille, de son point de vue de profane, eh bien il a une réaction normale. Et dans ce sens, il est poussé d'ailleurs par tout son entourage, par la Trémoille, qui sont hostiles à Jeanne et qui estiment que son rôle est terminé et que maintenant on doit revenir à la rationalité politique. Et justement, Charles VII, c'est un pragmatique, un politique pur. Il a eu plus que ce qu'il pouvait espérer en quelques mois. Alors après ça, il temporise, il essaye de conforter sa position nouvelle et donc de s'entendre avec son cousin, le duc de Bourgogne. Le problème, c'est que Jeanne, elle, n'a pas l'intention de s'arrêter là, alors que la chance l'abandonne. Pourquoi la chance l'abandonne ? Bien, après le sacre, beaucoup pensent que sa mission divine, céleste, est terminée. Elle-même, elle reconnaît que ses voix se font plus rares et qu'il ne l'encourage plus dans ce sens. Et puis, elle va d'échec militaire en échec militaire et elle est elle-même blessée devant Paris. Donc bref, au vu de tout ça, ça ne fait aucun doute, la capture de Jeanne arrangeait bien Charles VII sur le moment, quand bien même il ait été sincèrement triste au moment de sa condamnation. Partant de là, il est logique, je dis logique, je dis pas normal, il est logique qu'il n'ait pas remué ciel et terre pour la sauver, d'autant qu'on n'est pas certain, enfin qu'il n'était pas certain qu'on allait la brûler et surtout si rapidement. Ça aussi, c'est une information à prendre en compte. Charles VII pensait pas que Jeanne allait être brûlée dans les mois qui suivaient. Par contre, et je finirai là-dessus, il a clairement manqué de panache et d'esprit chevaleresque. Ça, faut pas déconner parce que ça me fait rire les articles qui tentent de réhabiliter Charles VII en faisant un roi génial. Oui, Charles VII méritait d'être réhabilité, mais Charles VII n'est pas un roi incroyable. Charles VII est un roi, c'est tout. Charles VII avant Jeanne d'Arc, c'est rien, c'est zéro, c'est le roi de Bourges, comme l'appelaient les Anglais avec mépris. Oui, il a fait des choses bien par la suite, il va bouter les Anglais hors de France, il va poursuivre la reconquête, mais tout ça, sans Jeanne, c'est une utopie, donc faut un peu se calmer sur ça, et conclure en disant, oui,
Charles VII a fait des choses bien, il a été un fin politique, mais il est exagéré de dire qu'il a abandonné Jeanne. Pour autant, il n'a pas fait grand-chose pour qu'on pense le contraire. C'est un peu comme l'histoire de Grouchy à Waterloo. Oui, Grouchy n'a pas reçu l'ordre formel, strict, de rejoindre l'empereur sur le champ de bataille à Waterloo. Donc oui, Grouchy n'a fait que suivre les ordres, et sur ce plan, on peut rien lui reprocher. En revanche, s'il avait eu un peu de génie, eh bien, il aurait pu intervenir et changer le cours de l'histoire. Peut-être. Mais Grouchy, c'est Grouchy. On ne demande pas à tout le monde d'être Napoléon. Eh bien, Charles VII, c'est pareil. Là où Grouchy n'a pas eu le génie de Napoléon, Charles VII n'a pas eu la fougue et le panache surnaturel de Jeanne. Il n'a pas été ni un lâche, ni un mauvais roi, mais il n'a pas non plus transcendé son époque. Mais le plus irritant dans cette histoire, c'est qu'aussi dramatique que fut la condamnation de Jeanne, eh bien la suite des événements donne raison à la politique du roi, à la politique prudente du roi, comme si au final tout faisait partie d'un plan global dans lequel Jeanne devait être irrémédiablement délaissée et, comme dirait Régine Pernoud, aller décrocher son auréole de martyr.